50 kilomètres en amont de son confluent avec la Garonne, le Lot quitte une vallée encaissée entre des causses pour entrer dans la plaine. C'est en ce lieu, à Fumel, qu'il y a un siècle fut créée une petite usine métallurgique pour exploiter le minerai de fer local. Depuis lors, cette usine n'a pas cessé de produire et de s'accroître, et pendant la dernière guerre, ayant échappé au contrôle direct de l'occupant, elle a pu se rénover complètement et se préparer ainsi au travail pour la paix. Un siècle passé de travail et de crise, un siècle passé de sueur et de fer, un siècle passé comme étant des cerises, un siècle passé à l'ombre de Prévert. Mur gris le long de l'avenue, mur gris de cette usine, mur gris des espoirs déçus, mur gris de poussière et de ruines. Entrer, sortir des milliers de fois et revenir. Entrer, sortir des milliers de fois et repartir. Relève pesante du matin, les outils, le chef, les consignes et le regard de mes copains et ce besoin de rester digne. Peuple du sud et du nord mêlés, portugais de Mirandela, russes blancs et polonais, rouges et noirs venant d'Espagne, garibaldiens de Romagne, arabes et sénégalais et des Français de la campagne. La coulée d'acier dans nos veines, la fente grise et la douleur, la lutte, la joie, la grève, la résistance dans nos cœurs. Merci Ignace Garay. À Fumel, dans les années 80, le rock se faisait l'écho de la colère des ouvriers et du combat social qui agitait l'usine. Au-delà des hauts fourneaux fumélois, la musique couvrait le bruit assourdissant de la fonderie à l'agonie et faisait résonner nationalement la détresse d'un monde qui s'écroulait. Samedi 1er octobre 2005, la voix fiévreuse de Philo, l'ex-chanteur des Ablettes, résonne encore des luttes de ces heures noires. Je peux partir demain sans me retourner. Je vais tout perdre, tout laisser, tout abandonner. Il n'y a pas de raison pour se faire peur. Pas de solution à trouver dans le quart d'heure. Tous ces petits mecs qui parlent à tour de bras, c'est la politique de la terre brûlée. Il faut tout changer. Garder l'esprit clair au milieu du fracas. Garder ses colères, garder son sang-froid pour la révolution. On a eu un super champion de boxe ici, Saïd Skouma. Il y avait une équipe de rugby qui était capable de battre le Stade Toulousain il y a déjà de nombreuses années, mais tu vois, un vrai club de rugby. Et puis cette usine et le rock, quoi. Donc, espèce de mélange de ces quatre éléments là faisait une alchimie qui lui donnait un visage que je crois aucune autre ville avait en fait. Depuis que je suis né, je crois, j'entends toujours, même si à l'époque il y avait 3500 mecs, moi j'entends toujours que ça va fermer demain, quoi. Donc il y a un moment donné, tu finis par l'accepter, te dire ouais bon tant pis, passons à autre chose, tout naît, tout vit, tout meurt, l'usine pourquoi pas. À part que il y a un moment donné où tu peux te dire aussi et pourquoi. Des 3000 salariés des années 70, 480 ont échappé à la machine libérale qui, à coup de restructuration, de démantèlement et de délocalisation, a broyé l'avenir économique de la région. En juillet 2003, il y a eu un gros tournant pour l'usine.
La situation était vraiment hyper périlleuse. Les gens étaient près de la fermeture et tout le personnel de l'usine a décidé de reprendre en main sous une forme d'autogestion l'activité de l'entreprise en fait. Le choix ça a été entre la fermeture et une solution inédite en France, quoi. C'est la seule boîte de cette dimension qui est gérée par son personnel. Samedi 1er octobre 2005. Une lueur d'espoir brille dans les yeux de ceux qui sont là. Les accents de la musique rock accompagnent 480 rescapés qui ont décidé de retrouver leur dignité en reprenant leur destin en main. En juillet 2003, pour 3 € symboliques, ils ont racheté leur outil de travail après son dépôt de bilan et donné naissance à Fumel Technologies. L'usine, le rock, l'usine. Le rock, indissociablement lié pendant des années aux luttes des ouvriers, accompagne-t-il encore aujourd'hui le combat de ceux qui refusent la fatalité? Que sont devenus ceux qui hier encore passaient de l'atelier à la scène et de la scène à l'atelier en transcendant sur leur guitare le bruit assourdissant des machines? C'est peut-être pour répondre à cela que Philo, accompagné de Jean-Louis Cavalier, responsable du comité d'entreprise, retrouve Éric Breton, alias Bill. Ancien bassiste du groupe Angoisse, Bill travaillait à l'usine dans les années 80 et y travaille encore aujourd'hui. À Bambou, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait personne, de toute façon. Il n'y avait pas de groupe de rock, il n'y avait pas réellement de rock à Fumel, quoi. Eux ont démarré, ils ont commencé à jouer un peu partout, hors département et compagnie, donc forcément que ça... Vu qu'on était à peu près tous du même âge, quoi, ça a motivé d'autres pour démarrer, quoi. C'est parti comme ça. Puis bon, tout le monde a été autodidacte à l'affaire, plus ou moins, quoi, parce que tout le monde a appris sur le champ, sur le terrain, quoi. C'était la chance d'être tombé dans le moment de l'explosion du punk, où tu n'avais pas besoin d'avoir 10 années de guitare derrière toi. Quand tu prenais ça, et hop, ça je la prends, et boum. C'était ça qui était fort. Et après, tu avais les mecs qui avaient envie de bosser, qui s'y mettaient plus, mais ça c'était l'un des gros atouts, je crois. C'était la chance de tomber. On aurait été dans un moment de super musique élaborée, on aurait été tous un peu largués. Mais là au moins tu pouvais juste dire ce que tu avais sur le cœur et puis que les gens soient réceptifs. Ouais. Si vous voulez avoir une chance de passer à la télé et qu'on voit que vous bougez, c'est maintenant que ça doit se passer là. Il va bien falloir qu'ils comprennent ce que Fumel ça veut dire. Le punk à l'époque c'était ça, bon, on s'emmerdait un petit peu, on savait pas trop quoi faire, et puis on n'avait pas une trop super bonne image de nous-mêmes. Donc quand on a vu des jeunes qui prenaient un instrument et puis qui jouaient, qui savaient même pas jouer, on s'est dit bon on va faire pareil. L'explosion du punk, etc. J'étais en plein dedans et moi c'est ce qui m'a donné mon amour, tu vois, de la musique et cette volonté, parce que c'était possible, ça me semblait possible, quoi. Il y avait des concerts, tu vois, de 1000 personnes ici à l'époque, ça m'a jamais quitté, quoi. Ça a lancé plein de gens, ça a lancé plein de... Il y a plein de musiciens à l'heure actuelle qui n'existeraient pas ou qui n'auraient pas pris un instrument s'il n'y avait pas eu cette dynamique-là à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu ces premiers concerts. Ça c'est évident, quoi. Les gens étaient fans, quoi. De toute façon, Fumel avait une identité particulière, dans le sens où il y avait un milieu ouvrier paysan, avec une grosse usine qui embauchait pas mal de monde. Donc moi je suis pas né là-dedans, mais j'avais 15-17 ans quand je suis allé voir mes premiers concerts, j'étais sur scène déjà. C'est vrai qu'il y a eu une certaine émulation tout d'un coup par rapport au nombre d'habitants. On trouvait beaucoup de musiciens et beaucoup de groupes. J'ai pas connu les Abiates ou Dario Club, ça j'étais pas en âge d'aller voir les concerts, mais bon, on a rattrapé le temps, quoi, voilà, quoi. C'est que tout le monde est passé par ce phénomène-là, quoi. Et donc après, je pense que c'est ça qui a fait l'identité de la musique à Fumel, quoi. Fumel, ça a été toujours connu, quoi. Chaque fois qu'on est dans une salle de concert, ou un café-concert, ou un bar, quoi, Fumel, ça a été toujours connu pour sa musique, quoi. Je pense que l'usine, par rapport à ça, était
Je veux dire, elle a apporté une mentalité un petit peu ouvrière, donc sortir un peu plus le soir, fréquenter un peu plus les bars, écouter un peu plus de musique, fréquenter les concerts, etc. Il y avait une envie de prendre la parole, vraiment de cracher quelque chose, de donner une rage. Le public, les gens qui étaient là avec nous aussi, quoi. Dans un concert un peu quepon, l'action est autant dans la salle que sur scène, quoi. Tu peux aller cracher sur les mecs qui sont en train de jouer pour dire ben, on existe, on arrive. Faut dire ce qui est, Fumel, c'est le lourd du rock'n'roll. Je sais que tous les grands groupes de l'époque, Téléphone, Eddie Nylon, Dr Feelgood, Little Bob Story, enfin toutes les grosses huiles de l'époque du rock français, quoi. Fumel était incontournable à l'époque, quoi. Ah, tu verras, tu recommenceras, tu verras. On t'a arrêté pour ça, tu verras, tu verras notre enfant étoilé de ciel. Je parle gentiment à l'ombre de ses serres. On a fait un festival SOS Racisme où Dépêche Mode jouait avant nous devant 200 000 personnes. Chérie, allumez les quartiers, tu verras tous ceux. Il y a eu des échelles assez excitantes, quoi. Voilà. Oui, moi aussi je me rappelle, il avait sauté à pieds joints sur la batterie, il avait tout explosé. C'était extraordinaire. Ah ouais. Tu te rappelles que c'est nous qu'on avait fait la première pochette du 45 tours, Hygiaphone, une pochette blanche avec un tampon de téléphone en rouge dessus. 45 tours, ça avait été sérigraphié à la Maison des Jeunes à Fumel, c'est nous qu'on les avait fait ces pochettes. D'ailleurs même votre premier 45 tours des Ablettes a été sérigraphié à la Maison des Jeunes. C'est une pochette vert pâle avec une merde en colimaçon et des mouches qui passaient dessus. Ça finit en bout de Jack. Il y a eu un sale article du maire de Fumel qui tenait des propos carrément racistes. Ça, c'était en 80. Je ne suis pas loin de penser que nos maîtresses d'école pourront aller suivre les cours de recyclage pour une nouvelle orientation pédagogique, non pas à l'école normale d'Agen, mais plutôt du côté de Babelwed. Les groupes fumélois se sont vraiment mobilisés à ce moment-là. Ça a été le premier concert de rock contre le racisme. En un soir, on s'est concerté, on a tous décidé que dans la semaine, tout devait être organisé pour faire ce festival vendredi soir. Là. Lui, ses parents, c'est des Polonais. Il n'y a que Albert qui est un peu français. Pascal, il est espagnol. Moi, mes parents, ils viennent de Catalogne. Alors, nous, on est tous des immigrés. Nous, c'est conneries. On n'a absolument rien à foutre. Tu vois, les copains français, tu vois, ils ont réagi pire que nous encore. Tu vois, pourtant, c'est des Français, c'est leur pays. Dès qu'il y avait une révolte, elle se répercutait en musique, quoi. Oui, c'était notre moyen d'expression, enfin de manifester à l'époque, oui. Bon, même quand tu avais des groupes comme Téléphone, même Feelgood et tout, je me rappelle, après le concert, on allait manger avec eux, quoi. C'était chez Simone, chez Laos, ouais. Il y avait plein de groupes comme ça. Après les concerts, on bouffait avec eux, bon, même si c'était connus ou pas connus, quoi, on faisait la fête avec, quoi. Je sais pas s'ils faisaient ça partout, quoi. Il y avait vraiment un climat assez spécial, quoi. Et là, on ne le retrouvera pas celui-là, hein. Je crois pas. Bon, j'avoue que maintenant c'est un peu taré, quoi, quand même. Vu l'activité économique de l'usine qui s'est réduite au fur et à mesure des années, le nombre de la population aussi forcément a baissé. Le centre d'intérêt aussi des gens et des jeunes a un petit peu évolué. La ville de Fumel, avec son histoire d'usine et de groupe punk qui naissait dans les années 78, 79, 80, enfin cette époque que toi t'as bien connue, moi je trouve que ça ressemble un peu au scénario anglais qu'il y a eu. C'était en plus cette mouvance-là, la musique du punk anglais et tout ça et tout, qui ici se traduisait par une musique alternative rock à la française, quoi. Et c'était ça, quoi. C'était les Clash, c'était les Pistols, c'était toute cette et en fait ça a donné une espèce il y avait vraiment un sentiment de révolte, je pense, comme pouvaient l'être des fils de prolos qui bossaient à l'usine et tout, enfin voilà, quoi. Il fallait se serrer les coudes, quoi, et tout. On avait cet esprit et cette mentalité, quoi, surtout nos aînés.
Et donc quand ce mouvement est apparu, on avait tous l'impression que c'était possible, et on s'est tous engouffrés là-dedans, et allons-y. Ça existe encore, hein. Ça se perd par contre. Les nouvelles générations, ça, elles l'ont plus. C'est quoi qui se perd? C'est la solidarité ou le fait la solidarité, mais la volonté de créer et l'assurance d'y arriver. Tu vois, moi je le vois quand ils me parlent, quoi. On va dire les gens de 16 ans ou 17 ans, tu vois, qui veulent venir vers la musique. Ils ont tous un terme récurrent, c'est ouais, vous avez de la chance. Et faut leur expliquer que non, ça n'a rien à voir. C'est des années de travail, quoi. Mais bon, ça les dépasse un peu. Ils croient plus au boulot de toute façon, quoi. Dans la musique ou dans l'industrie, tu vois, qui se cassent la gueule, ils y croient plus, quoi. Quand tu discutes avec les jeunes, ou les mecs, les groupes, les gars qui jouent actuellement dans des groupes, c'est la sensation que tu as, qu'ils sont moins en prise avec la. Ouais, bah ça n'a plus rien à voir. Ils s'en foutent, tu crois ou Pas qu'ils s'en foutent, mais pas du tout. Si tu veux, maintenant ils jouent pour se faire plaisir. Nous, c'était un peu, à l'époque, c'était un peu la révolte, quoi. Peu de chance de réinsertion après l'incarcération. Sujet bavardage comptant à tous les étages. Mais bon, c'est plus du tout la même. C'est plus le même trip, quoi. La tradition musicale, elle est restée. Il y a toujours une multitude de groupes. Les mecs qui gèrent le passage, en fait, ils te diront pas le contraire. Il y a toujours une quinzaine de groupes qui viennent répéter régulièrement toute l'année. Après, ils sont plus ou moins bons, ils font plus ou moins de la scène, mais il y a toujours des musiciens. Et maintenant, tu vas discuter avec n'importe quel jeune qui joue, il va pas te dire qu'il joue parce qu'il y a une usine et que le travail est dur et patati et patata et bon, non, ça n'a plus rien à voir. Là, ils jouent parce qu'ils ont envie de jouer, point, quoi. Je pense que dans n'importe quel support musical, tu peux avoir un discours plus ou moins décapant et intéressant, enfin pertinent en tout cas de ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est un choix simplement artistique, quoi. Des groupes, il y en a dans toutes les villes, c'est bien pour ça qu'il y a des usines qui les emmerdent à côté ou je sais pas quoi. Pour en revenir au côté revendicatif, nous on avait choisi justement de ne pas l'être. Ouais, on aime c'est un choix personnel de ne pas être revendicatif. On veut pas donner de leçons, on n'a pas de message à donner. On veut juste sortir ce qu'on a dans les tripes, quoi, en fait, c'est tout, quoi. Bon, moi je reste assez évasif dans les textes et tout. Je m'engage pas trop, je reste lyrique, je suis souvent second degré. C'est un peu pour ça aussi que le chant en anglais s'impose. Parce qu'il permet plus de liberté d'interprétation pour ceux qui nous écoutent, quoi. Vous avez participé avec LMZ et Solo Monkey au concert qu'on a fait, qui était un concert de soutien. J'imagine que vous, donc, c'était une véritable envie que vous aviez quand même de participer à ce truc-là. Ouais, jouer dans l'usine, ouais, c'était motivant, quoi. Nous, ça nous avait fait plaisir. Quand on nous a proposé de jouer pour ce soutien-là, enfin moi de suite c'était évident qu'il fallait qu'on y soit, quoi. Personnellement, moi je l'ai fait d'une manière vachement égoïste. Je me suis dit putain, jouer dans une usine, non, c'est trop de la balle. Avec les hangars. C'était que pour des raisons esthétiques. Ouais, mais ouais, pour moi c'est clair. Mais moi je persiste à dire quand même que c'était leur action là, elle était belle, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça bien. Ça enlève rien à ça. Le débat qu'il y avait, il était intéressant, c'était pagnolesque et tout. Moi j'ai trouvé ça super classe. Je crois que tu n'étais pas là au concert qui a eu lieu. T'en as pensé quoi du fait qu'il y ait comme ça des groupes qui se mobilisent un petit peu pour symboliquement aller jouer dans l'usine? Mais déjà, moi j'étais très... ça m'a fait chier que je puisse pas jouer déjà, quoi. J'aurais bien aimé participer à ça. Bon, après la vie fait que tu peux pas faire autrement, quoi. Mais déjà je trouvais ça terrible, quoi. Je trouvais ça super bien et en plus à l'entrée où c'était, quoi, c'est le grand portail, ils appelaient ça, enfin l'entrée normalement. Donc je trouvais ça terrible. Moi ce que j'espère plutôt c'est que les pauvres gars qui s'investissent dans cette usine continuent à avoir du taf, quoi. Et je sais pas si ça va se faire. Soyons honnêtes, hein, c'est de plus en plus dur, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Philo, mais tu trouves pas quand même que
ça craint. Hein. Bah, ils se bagarrent, les mecs. Si tu veux. Ouais, Après, mais c'est bagarre, c'est ça qui est bien. Mais bon, alors à part ça, ils ont plus que ça, quoi. Mais c'est David contre Goliath, enfin voilà, quoi. Ah, mais si tu fais rien, il n'y a rien qui se passe, de toute façon. Hein. Donc si tu veux, et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui du bassin pour moi, si tu veux. Et que ça manque d'ambition à tous les niveaux. Sitôt que tu veux impulser quelque chose, si tu veux qu'ils sortent du train-train déjà, t'es illuminé, vous êtes complètement à côté de la plaque, t'as toujours des gens qui veulent te tirer vers le bas. Toujours. Oui. C'est mon sentiment. Et ce sentiment-là, quand on était jeune, il existait bien moins que ça. Ouais. D'accord, mais ils y croient, c'est ça qui est beau. Ouais. Et ils peuvent se démerder. La preuve, ils ont réussi quand même déjà à se rattraper, quoi. En tout cas, moi j'y crois avec eux. Où est la jeunesse sauvage? Le temps est loin où la musique rock des Ablettes, d'Angoisse et de Dry O'Clock servait d'exutoire et de chant de révolte aux ouvriers. Disparus ces ouvriers rockers qui sublimaient en décibels et paroles militantes un monde qui les oppressait mais qu'ils ne voulaient pas voir disparaître. Triste constat pour Philo et pour ceux qui croient encore au combat rock. Ressembler à l'homme riche et trop soigné qui a réussi à tout rater. Faut pas rester immobile à 20 ans. Faut changer, il est temps. Aujourd'hui, derrière les murs de la vieille usine, seul le vacarme des machines accompagne la résistance de ce qui pourrait devenir le miracle Fumel Technologies. Nous ne sommes plus un groupe. C'est plus des financiers qui sont là. C'est les ouvriers maintenant qui sont actionnaires. Donc c'est à eux de pouvoir se prendre en main. Maintenant, il n'y a plus de patrons et il n'y a plus d'ouvriers. Les ouvriers sont devenus les propriétaires de la société. Et je dirais presque que les anciens patrons sont devenus les salariés de la société. On a aujourd'hui cette usine. On n'a pas encore fermé. On ne peut plus avoir de banderole dans l'usine maintenant en disant patron voyou. Ou alors c'est... On se critique soi-même. Ah, mais quand même, on a un patron quand même. Hein. Ah, attendez, on a un patron, c'est Royer. C'est le directeur. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas de patron. Nous avons un patron. Il faut un patron pour que ça marche. Ça me plaît comme boulot, j'arrive à nourrir ma famille. Hein. Déjà, c'est ce qui est... c'est l'essentiel, quoi. Non, dire ça me plaît pas, non. On n'est pas là pour ça. J'ai quand même 48 ans. Hein. Il ne faut pas que j'essaie de voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Non, ce que j'ai, je le fais, voilà, pour pouvoir nourrir ma famille. On va rentrer par là. There is the password field. Notre objectif, on le connaît, c'est d'arriver à pouvoir vivre de notre travail. Il faut être honnête quand même. Dans cette usine, tout le monde n'a pas encore ce sentiment qu'on bosse pour nous. Mais c'est mon sentiment. Je peux me tromper, mais c'est mon sentiment. Mais la majorité, oui, ils bossent, se défoncent. Oui. Je pense qu'ils ne se seraient pas accrochés comme ça à une autre époque. On n'a pas été aidé, on n'a pas, que ce soit au niveau politique, au niveau financier, je crois qu'on a tout fait pour qu'on ne réussisse pas, pour qu'on se plante. Et puis qu'on dise, vous voyez, ce système-là, de reprise par les salariés, ça ne fonctionne pas. C'est une aberration, c'est une utopie. Oh, on est utopiste alors. Allez les copains, on est vachement utopiste alors, parce qu'on y croit quand même. Ce qui
me plaît, il y a une dimension un peu romantique, bizarrement, à l'expérience actuelle à Fumel, quoi. C'est-à-dire un truc qui devrait pas exister, quoi. Qui sait qui a les couilles un peu en ce moment de dire, bon, ben, l'usine, vous voulez la fermer, ben, nous on la reprend, quoi. Vous voulez que ça y est, il n'y a plus d'ouvriers, ben si, nous on est là et on va se battre pour que ça continue, quoi. Aussi dur de bosser, il y a toujours des relations, il y a des gens qui trouvent que rien n'a changé. Rien n'a changé, oui, d'accord, rien n'a changé, à part que si il n'y avait pas eu la reprise par cette forme d'autogestion, ben, l'usine de Fumel serait fermée, quoi. Maintenant, elle n'existerait plus, quoi. Les mecs, ils iraient pointer au chômage. Et voilà, ça fait quand même 2 ans et demi à peu près qu'on est ici et qu'on arrive à s'en sortir, malgré tous les problèmes qu'il y a. On est encore dans une situation où on ne sait pas trop si on va aller loin ou si on ne va pas aller loin. Mais enfin, en attendant, tous les 10 du mois, on est tous payés, quoi. Qu'on soit actionnaire ou qu'on soit ouvrier, on doit être responsable de son travail qu'on doit faire. Je crois que c'est dans les deux sens. Si on est actionnaire, on doit demander des comptes à la direction, mais en même temps, on doit être responsable. C'est vrai que c'est une aventure parce que nous avons très peu de schémas au jour d'aujourd'hui. En France, aux États-Unis ça existe, mais disons en France, nous avons très peu de schémas d'intégration complète de tout le personnel au capital d'une société. Et disons qu'il y a un certain nombre de règles qu'il va falloir un peu inventer. Notre premier problème, le problème majeur, c'est qu'on n'a pas de trésorerie. Donc la dernière fois, on avait évoqué ensemble la possibilité de se refinancer à travers la vente du barrage. Donc aujourd'hui, on a signé un protocole d'accord la semaine dernière sur la vente complète du barrage. Jean-Louis, c'est qui l'acheteur? Il n'y aura pas de problème. D'ici la fin de la semaine, on vous donnera le nom. Pourquoi? Parce que si encore l'affaire capote, on a encore 2 ou 3 candidats sur le même niveau, en cas qu'on ait une surprise de dernière minute. Et je préférerais pas l'annoncer officiellement et que ça paraisse dans la presse trop tôt. Tu crois qu'avec l'argent du barrage, après, on va avoir un banquier? Je pense, oui. Ouais, mais quand on aura vendu le barrage, on repart pour 18 mois et au bout de 18 mois, on se retrouve au même piédestal? Alors là, mon bon, ça, je ne sais jamais répondre à cette question. Tu sais pour croquer les 11 millions et puis repartir au bout de 18 mois. Je pourrais te répondre à l'envers. Qu'est-ce que tu préfères? On arrête aujourd'hui? Et si on peut prendre la décision d'arrêter tous ensemble aujourd'hui, hein? D'accord? Donc, à nous de faire en sorte, tous ensemble, que ce soit une opération pour remettre la boîte cette fois-ci sur de bons rails et qu'on reparte pour un certain nombre d'années. Tu sais, quand on est parti au mois de juillet 2003, c'était peut-être 3 mois, c'était peut-être 6 mois. Ça fait 2 ans qu'on est là, avec des soucis, avec des interrogations. Mais bon, on a tous bouffé pendant 22 mois. De parle qu'on a encore à 80% de nos productions qui ne rapportent rien. Est-ce qu'il y a quelque chose de fait là-dessus? Parce que produire pour produire, on voit pas l'intérêt. Oui, mais il faut faire attention aussi. C'est que des fois, c'est des décisions globales. Mais si tu fous toutes les pièces dehors demain matin, derrière les pièces, il y a des hommes aussi. Si tu descends sous le point mort sur la fonderie, tu n'as aucune pièce qui sera rentable. Les choses sont un petit peu toujours affaire de leader quand même. C'est vrai qu'à Fumel Technologies, il y a quelques personnes, quelques personnages, suivez mon regard, qui sont là pour tirer l'énergie, quoi. Je pense que c'est pas sérieux, franchement, de se poser des problèmes sur la fonderie en disant est-ce que ça va survivre, est-ce que c'est intéressant ou pas. Si on ne le fait pas, mais c'est une autre usine dont il est question. C'est une usine à 200, 300 mecs, même pas. Même pas. En tant que salarié, on n'en a que foutre de la stratégie des banquiers ou du Premier ministre. Nous, on n'a qu'un truc qui nous intéresse. C'est comment on travaille demain, est-ce qu'on peut travailler demain et avoir un salaire à porter à la maison. Un salaire convenable. Parce que pendant qu'on fait de la philosophie, chez Creuset, ils envoient des pièces en Pologne et au Maroc. Pendant qu'on fait de la philosophie, chez Reyes, ils sont en dépôt de bilan. Pendant qu'on fait la philosophie, à la Famia, dans le Lot-et-Garonne, ils sont en dépôt de bilan. Et je peux vous en citer une liste. Tous les jours, ça tombe. Tout le monde nous regarde comme ça. Un certain nombre d'entre eux vont nous attirer parce qu'on donne le mauvais exemple. On donne le mauvais exemple.
Depuis qu'on a fait ça, on a vu que Lustucru essayait aussi de se mettre comme nous dans cette situation. On a vu que les copains de Nestlé aussi essayaient de se mettre dans cette situation. Ils ont été confrontés au même problème que nous. Question financière. Bien, on n'en veut pas des solutions qui sont portées par les travailleurs. Et on préfère fermer des sites, on préfère fermer des emplois. Eh bien nous, ce combat-là qu'on a commencé avec lui en 2003, Jean-Louis avait raison. Je vous l'avais dit à l'Assemblée Générale. Ça durera 2 mois, ça durera 6 mois, ça durera 1 an. Ça fait maintenant 24 mois qu'on y est. Eh bien le pari, c'est qu'on y reste. Il va falloir se battre, comme on a toujours fait. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte pour bouffer à aujourd'hui. C'est difficile, mais je vous fais confiance, putain. D'anciens meneurs syndicaux ayant participé au grand mouvement qui secouèrent Fumel dans les années 70 ont rejoint les anciens salariés devenus les co-dirigeants d'aujourd'hui. Parmi eux, Ignace Garay. Embauché sous l'ère Pont-à-Mousson, il a participé à toutes les luttes qui agitèrent l'usine à partir de 1975. Parti en pré-retraite en 2003, il est aujourd'hui expert libre non rémunéré sur les questions économiques, industrielles et sociales auprès de Fumel Technologies. La plus grande période, effectivement, la plus longue en tout cas, c'était celle qui a été pilotée par Pont-à-Mousson depuis Nancy, c'est clair. Et Pont-à-Mousson est intervenu dans l'entreprise bien avant d'avoir son nom accolé à l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà actionnaires de l'entreprise de manière importante bien avant, dans les années 50, je dirais. Et après, ils sont devenus véritablement actionnaires de l'entreprise à partir de 1970. Et contrôler l'entreprise totalement depuis 1970. On peut parler de prospérité, notamment pendant la période qui a suivi immédiatement la deuxième guerre mondiale. Là, les effectifs sont allés croissant jusqu'à atteindre un point culminant aux alentours de 74-75 où il y avait 3500 salariés dans la boîte. L'usine ne travaillait pas uniquement pour l'automobile, travaillait comme les autres usines de Pont-à-Mousson pour la voirie et l'assainissement, avec notamment une grosse production de tuyaux en fonte. Et ça a été le moment le plus important. De même que les rois construisaient des palais pour loger leurs cours dans des prisons dorées afin de la contrôler, à Fumel, Pont-à-Mousson, dans la lignée des grands industriels de la fin du XIXe siècle, ces nouveaux monarques des temps modernes, réorganisa l'entreprise en construisant une usine château-prison où les ouvriers naissaient, vivaient et mouraient dans le culte de l'entreprise et du patron roi. Alors à partir des années 40, y compris pendant l'occupation, Fumel était Pont-à-Mousson. C'est-à-dire que le stade appartenait à l'entreprise, l'école de formation appartenait également à l'entreprise. Atelier de mécanique, où les futurs ouvriers d'élite s'initient au travail des métaux, à la machine et à la main, guidés par des éducateurs professionnels de haute conscience. Ce centre d'apprentissage, c'était plutôt une méthode, disons, genre armée, quoi. En même temps que l'on développe chez lui le sens esthétique et le goût de la création artistique. Avec port du calot obligatoire. C'était assez spécifique par rapport à d'autres écoles. La dernière année, on avait encore le calot. On se ressortait de l'usine pour aller au stade d'Henri Cavalier. Régime spécial de sport tous les jours. Tu te retrouvais le matin au mois de mars ou avril en short et un t-shirt. Et au mois d'avril à la piscine. Les jeunes nageurs s'entraînent de tout cœur aux compétitions qui se déroulent au cours de grandes fêtes sportives. C'était une rigueur, entre guillemets, militaire. Cette formation est contrôlée par l'emploi des méthodes psychotechniques permettant de résoudre d'une façon scientifique le problème ardu de l'orientation professionnelle. Le constat qu'on en fait les uns et les autres, enfin tous les gens qui sont passés dans ce centre-là, et les années d'après ou les années d'avant, c'est qu'on apprenait quand même un métier plus que correctement. C'est difficile, mais on vivait tranquille, quoi. On était suffisamment nombreux, donc c'est vrai que c'était un peu plus facile, c'était plus facile. On n'avait pas le seul souci du lendemain, le souci de dire demain c'est fini, on va se retrouver à l'NPE. Mon premier conflit en tant qu'ouvrier auquel j'ai participé, c'est 1975,
si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était une grève qui avait pour but d'avoir le temps de casse-croûte payé dans le temps de travail. On avait droit et on avait acquis 20 minutes pour casser la croûte. Payé sur le temps de travail. Bon. Et ils ont voulu revenir là-dessus. Et là, on a fait une grève très dure pendant 3 semaines. 3 semaines sur le casse-croûte. Ce qui est un truc qui ne veut pas être assez rigolo, mais ça l'est pas. C'était vraiment les conditions de ce moment-là. Une grève très très dure, hein, avec des jaunes, les durs et les jaunes, tu vois, avec un affrontement quotidien tous les jours au piquet de grève, tu vois. Bon, avec des gens, des familles et des gens qui se parlaient plus entre frères. Un qui était jaune, l'autre qui était de l'autre côté. Les jaunes, c'est les gens qui faisaient pas grève, et qui étaient du côté de la direction, quoi. Et qui faisaient qui essayaient de faire le coup de force contre nous. À Fumel, Pont-à-Mousson, le colosse au pied de fonte, vacille et menace de s'effondrer. Alors qu'à Londres, les punks hurlent plus fort la musique que l'on n'entende pas le monde qui s'écroule, les sons punk rock des groupes fumélois qui s'échappent du ventre de l'usine vont faire résonner au-delà des rives du Lot la colère de ceux qui refusent l'anéantissement. Le rock à Fumel, au début des années 80, où on venait déjà de subir plusieurs plans de restructuration, les jeunes sur le Fumélois, et en particulier des fils d'ouvriers et autres, hein, ont souhaité relancer un peu une idée qu'on avait tous en nous, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas crever dans ce bassin. Fumel, c'est les vieux quartiers, là, dans la poussière, cette vieille usine, hein, avec une cheminée qui ne peut plus fumer. La relation du rock avec l'activité métallurgique, c'est une fusion qui a pris, et c'est vrai que ça a donné très vite des résultats extrêmement importants. Les parents, la famille ou les amis travaillent dans cette entreprise. La solution, un peu la sortie de ça d'un point de vue artistique, c'était la musique, c'était le rock qui était en même temps un rêve et une fuite, mais en même temps quelque chose de très lié. Moi, sur les cassettes que j'ai vues, c'était impressionnant. Les mecs, ils travaillaient à l'usine, après ils allaient répéter avec leur groupe. Tout est basé sur cette usine et c'est ce qui fait l'angoisse un peu et l'ambiance qui se trouve à Fumel. On fait des morceaux, oui, On faisait nos 3-8 toute la semaine, hein, et on passait 2 jours à répéter dans une boîte de nuit, quoi. Enfin, pas le soir, la journée quand tu tournais pas, quoi. C'est des boulots durs, sales, bruyants. On a des potes à 40 balais qui sont silicosés, quoi. Tu vois, c'est quand même c'est pas un joli rêve de prolo. C'est un endroit difficile, quoi. Et la musique, on n'allait pas faire du musette, quoi. La colle ici, le chômage car à la boche, le triage. Je pense que si on n'avait pas eu le rock à ce moment-là, pour ouvrir les esprits, pour montrer qu'on pouvait inverser la tendance et résister, je crois qu'un certain nombre de copains auraient baissé les bras. Moi, je pense que ce qui était important, c'était pour les gens qui étaient en lutte dans l'usine, de savoir que les jeunes ou les mecs qui n'y travaillaient pas ou qui n'y travaillaient pas encore étaient peut-être des porte-paroles aussi de ces luttes. À la fin de l'année 75, on a commencé à y avoir des restructurations dans la fonderie notamment. Et après, il s'est accéléré par les choix stratégiques de Pont-à-Mousson. Vous savez, vous vous rappelez les idées selon lesquelles ces grandes entreprises revenaient à leur métier de base. En fait, ils ne revenaient pas du tout à leur métier de base, ils restructuraient tout simplement. Et Pont-à-Mousson, donc, s'est désengagé progressivement de 1975 à 1990 de tout ce qu'il faisait à l'intérieur de l'usine de Fumel. Et finalement, en 1990, ils sont partis. À partir de ce moment, les repreneurs vont se succéder jusqu'à l'inévitable dépôt de bilan. Quand le groupe Fumel Technologies reprend l'usine, les caisses sont vides. Un seul moyen pour les renflouer en attendant que la vente du barrage soit effective, obtenir un prêt de 3 millions auprès de l'État.
C'est inexplicable. Ils n'ont aucune argumentation. Ils sont sans argument. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que 450 familles de plus soient dans la merde. Si c'est ça qu'ils disent, à ce moment-là, comme je te disais tout à l'heure, la bataille change d'âme. Beaucoup de promesses, mais à l'arrivée, rien. Comme il y a plusieurs intervenants dans ce genre de débat, maintenant on va aller voir le représentant politique du département, c'est-à-dire le député. Alors, on peut y aller à pied si vous voulez, il n'y a même pas une borne. Vous voulez y aller à pied? Allez, on y va à pied alors. Messieurs, bonjour. On va une dizaine. Bah écoute, ce que tu jugeras bon, mais 10 c'est déjà un bon chiffre. Ouais, mais bon. Hein, bon, mais allez. On y va? On y va. Les mêmes, hein? Les mêmes, hein? On recommence. C'est bon? C'est bon. On y est? Je vais essayer de refaire mon schéma. Il y a une couille dans le potage. Alors la couille dans le potage, c'est où? C'est qui nous aime pas? Pourquoi? Et la vraie question, comme j'ai posé au sous-préfet, c'est savoir si tous les décideurs de ce département, et là c'est toutes les couleurs politiques, hein, c'est pas une attaque personnelle, machin, bordel, c'est qu'est-ce que c'est c'est notre gueule qui leur plaît pas? C'est la boîte qui leur plaît pas? C'est le montage qui leur plaît pas? Il y a quelqu'un au-dessus de vous qui est intervenu pour pas qu'on ait? Attends, il faut le foutre dehors, le type, là. Il n'a plus rien à faire. En plus, il dit qu'il ne peut rien faire. Et nous, on ne vient pas demander un don. On vient demander un prêt remboursable. Ça n'a plus rien à y comprendre, l'histoire. Alors nous, ce qu'on vient voir auprès du député, nous, on veut une rencontre avec le ministre. Maintenant, les sous-fifres, les bordels, c'est bon, on en a assez vu depuis 23 mois. On veut le mec qui a le carnet, le chèque. S'ils ne veulent pas qu'il y ait d'entreprise dans ce coin, il faut nous le dire une bonne fois pour toutes, et puis on s'en va en vacances. Vous vous démerderez, vous paierez les indemnités de licenciement, vous paierez un certain nombre de gens au chômage, vous n'encaisserez pas de l'autre côté des trucs, vous dépolluerez, et puis on vous foutra la paix. Pas tout de suite quand même, tu nous connais un peu, on fera en sorte qu'il y ait un peu d'ambiance quand même. Mais bon, le schéma c'est celui-là aujourd'hui. On a un nouveau Premier ministre, on l'entend les uns les autres, on n'est pas sourds. Il dit je vais tout faire pour prioriser l'emploi, et nous, on est la première expérience à nos yeux. Et quand ça se casse la gueule à l'entrée, alors où il y a le discours de façade, ou alors c'est une pantalonnade. Député, je prends une photo où vous êtes bien accompagné là. Oui. Je vois que, parce que je vois vous, monsieur Deviopé, à côté de vous. Alors là, vous allez pouvoir lui dire que maintenant, avec l'emploi, il va peut-être pouvoir nous aider. Et vous lui avez cette photo. On a été ensemble un moment. On est sur une position où il faut sauver les emplois parce que c'est la priorité qui a été annoncée. Et moi aussi, je veux pouvoir lire dans le discours du ministre. Parce que là, aujourd'hui, concernant votre cas à vous, j'ai du mal, on n'arrive pas à mettre en adéquation ce qu'on entend au plus haut niveau et la réponse que vous avez eue. Donc moi aussi, je vais aller chercher des réponses. Mais quelque part, comment voulez-vous que les gens aient confiance politique si on dit c'est là-haut, donc il y a bien une France d'en haut, une France d'en bas. Et ça clarifie toutes les pensées des gens aux dernières élections. Donc c'est pour ça, on doit vivre, il n'y a pas de raison. Ça va coûter plus cher Mais non, mais c'est pour ça qu'il y a un problème. J'ai dit au ministère. Voilà, mais je suis pas, moi j'ai pas la monnaie là à la poche. Ouais. Bon, je dis exactement comme vous. À la limite, ils vont penser que je suis syndicaliste aussi. Je ne me dérobe pas, ceux qui me connaissent le savent, sur ce dossier. J'ai essayé d'être le plus près possible de vous. J'attends un coup de fil me confirmant certaines rencontres au plus haut niveau.
Et à partir de là, je vous dirai ce qu'il y en a. Mais enfin, moi, je ne lâche pas le morceau, quoi, sachez-le. Ouais. Ah, une figure emblématique de la première ligne. Tu vas bien? Ça va? Non, mais il faut trouver une solution, là. Eh bien, je sais bien, Ignace, c'est bien ce que qu'on essaie de faire. Tu sais bien, tu sais comment ça se passe. Il y a des moments où tu ne peux plus t'échapper. Et si on ne peut pas s'échapper, on va se mettre en colère. Tu le sais. On va se foutre des coups de tronche. Si t'as les 4 millions, je fume plus. Chicha. Pour Jean-Louis, le temps du sevrage n'est pas encore venu. Pourtant, les vérifications financières réalisées par 2 organismes ont fait apparaître que le projet Fumel Technologies était viable. Nos nouveaux chefs d'entreprise doivent se rendre à l'évidence qu'en France, l'autogestion fait encore peur et que lorsqu'on n'a pas d'argent, la volonté seule n'est pas monnayable. Quand le soleil s'en va le soir, on voit bien que ce qui reste est noir. Quand le soleil s'en va le soir... Victime, comme beaucoup d'autres, dans les années 90, de ces patrons de droite comme de gauche qui se faisaient une spécialité dans la reprise des entreprises en difficulté, l'usine s'est appauvrie. Le stade et le centre de formation ont été vendus. Ces nouveaux chefs d'entreprise profitaient des différentes législations mises en place par les pouvoirs publics pour éviter les liquidations. Ils rachetaient des sociétés aux trésoreries artificiellement reconstituées et aux actifs bon marché, en dégageaient un maximum de bénéfices, puis ils les abandonnaient et les revendaient à d'autres repreneurs. Cédée comme une branche morte par Pont-à-Mousson en 89 à Valfond, la SADEFA, usine de fonderie industrielle à Fumel, était coutumière des plans sociaux. Le nouvel actionnaire, l'Union des banques suisses, a mandaté le PDG de Valfond pour annoncer une charrette de licenciement de 300 personnes pour la fin de l'année. Alors c'est une logique industrielle, certains marchés ont disparu, certains nouveaux apparaissent. Alors la logique, c'est de développer les marchés qui sont prometteurs pour les 10 à 15 ans qui viennent. C'est à partir de ce moment-là qu'on a dit, bon, il faut qu'on prépare à quelque chose, une alternative, parce que ces mecs-là, ils sont venus pour faire une opération de culbute, vendre encore quelques bijoux de la reine qui existaient encore dans le groupe, et une fois qu'ils auront fait la culbute, ils s'en iront. Donc, nous sommes partis un peu, excusez-moi l'expression, mais la fleur au fusil. Et puis, nous avons essayé de résoudre les problèmes au fur et à mesure, mais il n'y avait rien de délibéré. La seule idée de délibéré que nous avions, c'est qu'on ne voulait pas que cette usine crève. Non, ça n'a pas été une surprise. Alors ça a un petit peu surpris les Fumélois, qui n'avaient pas l'habitude de ce système de fonctionnement. Mais aujourd'hui, le système d'organisation et de gestion de l'usine tel qu'il a été mis en place, je dirais ça fonctionne très très bien. On a maintenant à faire face à ce qui est le fonctionnement propre d'une entreprise industrielle. Et notre problème essentiel, et le mien essentiellement, c'est, même si j'aime pas trop mon boulot, c'est rôder des chemises encore pendant longtemps. Là, il y a une réelle prise de conscience, donc je pense que tout le monde est excessivement motivé pour s'en sortir, et on va s'en sortir grâce à ça, oui. Avant que je quitte cette société, ce que je voudrais, c'est pouvoir distribuer des dividendes à l'ensemble de mon personnel. Ça serait beau. Il y a effectivement un certain nombre de dossiers difficiles à régler en interne, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a plein de points positifs. Il y a juste peut-être ce petit delta effectivement, de communication, d'ambiance qu'il faut arriver à trouver, quoi. Et alors, après, comme on dit chez nous, BRMB, l'avenir nous dira. Ce qu'il faut retenir dans tout ce bazar, c'est que, tout à l'heure, si les gens ne prennent pas conscience réellement qu'ils sont chez eux, et que l'argent, leur salaire va pas tomber comme ça en rien foutant, qu'il faut bosser pour gagner sa croûte. C'est en ça que je suis pas de gauche, vous voyez. 8h ici. Alors 8h ici pour les colleurs d'affiches. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu
brûlera ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Quand les gens, je sais pas, juste te demandent aussi simplement de participer à quelque chose qui pendant presque 20 ans a donné un sens un peu à ta vie, si t'es pas là, c'est vraiment, ça vaut rien, quoi. Samedi 1er octobre 2005. Le bruit des machines a cessé. Comme un fantôme surgit du néant, la musique envahit l'usine qui renoue pour un soir avec son passé. De nouveau, le rock accompagne la lutte des ouvriers. Philo et son nouveau groupe LMZ chantent pour Fumel Technologies. Le son a changé, mais le combat reste le même. Une fête pour soutenir ceux qui croient que l'usine peut sortir du gouffre où elle s'enlise et dans lequel d'aucuns aimeraient la voir disparaître à jamais. De la solidarité pour faire mentir tous ceux qui refusent d'autres modèles que les leurs. De la musique contre les préjugés et les idées toutes faites. Juste retour pour cette terre qui, en son temps, accueillit des hommes d'ailleurs venus à Fumel chercher un travail et l'espoir de jours meilleurs. Du rock pour accompagner un phénix nommé Fumel Technologies qui renaîtrait d'une coulée de métal en fusion, plus fort, plus juste et plus humain. On cherche des mecs à les barbages. C'est maintenant que vous arrivez. Ignace, allez barbages. J'ai donné. Chef. Fumel, là où j'ai grandi, Fumel appelle. Tu vois, c'est ma ville, comme une presqu'île, un trou perdu sous le soleil. Oui, Fumel appelle. Il y a des gens qui en chient, d'autres qui s'enfuient. C'est un joyeux bordel la nuit. On bosse ou on boxe, ou on chiale, ou on rit. Entre l'usine, le bruit. Non, c'est pas Paris, c'est bien par ici. C'est spécial Fumel, pourtant je suis fidèle.